après un mois, j'ai fait des millions. C'est parti direct. C'est vrai. Ouais. Vas-y, ça, je suis le roi du monde. Je vais acheter tout et n'importe quoi. Je vais partir à Singapour dépenser $15,000 pour un week-end. Et le jour où j'ai créé ma chaîne, même sans avoir fait aucune vue, je savais que j'avais réussi. En Asie, le chômage, ça existe. Enfin, ça existe pas. En Thaïlande, déjà, ça existe pas. En Thaïlande, si tu ne travailles pas, bah tu meurs. Salut. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Avec aujourd'hui, du coup, 3 invités. On a Shadom. Comme d'hab. Qui veut dire Théolé. C'est un habitué. C'est une habituée. C'est une fille, je crois. On a Wyvern, aussi communément appelé Patate. Qui remplit bien son rôle de patate, du coup, là. Il est en train de patater. Qui est posé telle une patate. Et le meilleur pour la fin, Vince. Vincent. Vincent. Non. Kevin. Ça va? Ça va, fatigué. Ouais. Pas trop dormi. Ok. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai fait du vidéomontage. Ouais. Toute la journée. Ok. En faisant de l'IA un petit peu. C'est une animation. Ouais. Et donc c'est ton métier, c'est ça? En gros. Tu es créateur de contenu? C'est ça. Créateur de contenu sur les plateformes ou... Ouais, sur YouTube. Sur Facebook aussi, un petit peu. Plus sur TikTok. Ouais. T'as arrêté TikTok? Ouais. Pourquoi? Parce que il y a pas de monétisation sur TikTok en Asie. Et donc, ça sert à rien, je trouve. Ok. Ok. Au moins, c'est clair. C'est clair. Pourquoi est-ce que tu fais du contenu? Pour l'oseille. Le bif. Peut-être un peu par passion au début, parce que j'aimais bien la vidéo. Enfin, j'ai commencé avec la musique. Ouais. Ensuite, j'ai fait un peu de vidéo et un jour, j'ai eu l'idée de faire des vidéos sur YouTube. Ok. Et puis, ça a marché un petit peu. Un petit peu? Ouais. Tu es modeste. Tu es très modeste. Moi, je vais pas me vanter. Et puis, surtout qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Donc, je pourrais pas dire que la réussite, elle dure pas tout le temps, quoi. Ouais. Elle dure 4-5 ans. Ok. Et il faut savoir pivoter après. Ok. Et donc, du coup, c'est quoi le pivot que t'as effectué, toi? Ben, j'essaie de le faire en ce moment, mais vu que je procrastine un peu. Non, mais je pense que l'IA, c'est l'effet, enfin, c'est le momentum. Ouais. Des 5 premières années, des 5 prochaines années, je pense. Tu utilises, donc tu commences à utiliser l'IA pour scaler ta création de contenu. Tout le monde l'utilise, non? Ouais. Non. Pas forcément. Ah non. Une grosse partie des gens qui sont dans le business, peut-être autour de nous à Bangkok, l'utilisent, mais je pense qu'on a un point de vue qui est biaisé parce qu'on est dans un endroit où les gens sont dans le business. Mais je pense que si tu vas en France, il y a une majorité des villages du pays qui ont jamais ouvert ChatGPT. Bien sûr. Alors, on peut les voir aussi dans les sociétés. Genre, quand tu travailles dans une société, tu vas avoir 2 personnes qui vont être sur ChatGPT pour faire des emails et tout, et la plupart des gens vont pas le faire. Ouais, ils sont à l'ancienne. Ouais, et puis après, est-ce qu'ils sont sur ChatGPT pour les bonnes raisons? Parce qu'il y a aussi un problème avec le fait de commencer à utiliser l'IA pour tout et n'importe quoi. C'est comme les mecs qui utilisent une calculatrice pour faire 2 + 2. Ouais. Il y a des gens qui commencent à utiliser l'IA pour lui dire fais-moi un mail de présentation pour tel, alors que il va faire 8 prompts pour arriver à un mail de 4 phrases qui au final aurait pris 4 phrases. En plus, c'est super grillé quand tu utilises l'IA et que tu refines pas le résultat. Ouais. Et puis c'est un peu vexant, t'imagines, tu parles à quelqu'un, que ce soit par email ou par DM. T'as IAisé. Exactement. Bon, on le reconnaît direct, hein. Bah ouais. C'est ouf. C'est trop bien écrit. Et puis en fait c'est comme tout, en gros c'est un outil, l'IA, c'est pas la fin en soi, tu vois. Bien sûr. Si tu l'utilises mal, ça peut être très mauvais, comme c'est parfois aussi très bon. Et donc du coup faut l'utiliser correctement. Je pense que c'est aussi un des défis des prochaines années, c'est d'arriver à faire la différence entre la bonne utilisation de l'IA et la mauvaise. Mais je pense que ChatGPT, si on prend l'exemple, il est de plus en plus intelligent et plus tu vas faire des questions simples et plus il va savoir comment te répondre. Déjà, il est en train de s'entraîner sur ton profil, ce qu'il a l'habitude que tu lui demandes. Moi, je pense que les développeurs, ils s'entraînent à savoir les questions les plus basiques, comment les répondre les mieux. Ils ont un feedback des utilisateurs en temps réel, donc ils améliorent jour après jour.
Donc ça. Après, on sait pas ça sera dans 3 ans. Ouais. Ah, ça évolue tellement vite. Ouais. C'est dur déjà à se tenir à la page de toutes les avancées. Tous les moyens, tous les trucs, à chaque fois tu t'es déjà sur un truc et il y a un nouveau truc qui t'a déjà doublé. T'as même pas fini d'apprendre un truc que c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Incroyable. Ça bouge super vite. Comment vous voyez le futur dans l'IA? Mais je pense qu'il y a un cap. Je sais plus, j'ai vu la dernière fois, en fait, c'est exponentiel au bout d'un moment, mais ça va se ralentir. Ça va faire un plateau. Ouais, ça va faire un plateau jusqu'à la nouvelle. Comment on appelle ça, une courbe de croissance qui est d'abord exponentielle, puis linéaire? Je sais pas. Ça a un nom. Il y avait un nom précis. Il faut demander à ChatGPT. Ouais. Lui, il doit savoir. Il y a un nom précis sur ça. Et au moment ça bûche et on peut mais de ce que j'ai compris, en gros, les améliorations exponentielles, elles sont avant tout limitées par le fait qu'on n'a pas la puissance de calcul pour pouvoir continuer à maintenir cette progression exponentielle. Et donc du coup, si j'ai bien compris, c'est l'arrivée de l'ordinateur quantique dans le grand public, en gros, qui changerait complètement le paradigme, où en gros on aurait la possibilité. C'est la fin du monde. C'est l'apocalypse. T'imagines l'IA qui contrôle mais ça, c'est un sujet, hein. Il y a énormément de personnes qui en parlent, et il y a des sondages où il y a plus de la moitié de la population qui est concernée, enfin, en français on dit pas concernée, inquiète, je pense, d'une potentielle fin du monde causée par l'IA, de la prise de pouvoir de l'IA sur l'humain. La théorie du trombone, je sais pas si. Ouais, c'est ça. Putain, j'ai vu une vidéo là il y a pas longtemps. Aussi, tu l'as vu? Ouais. C'est qui? C'est Dirty Biology? Non, c'est qui a fait? C'est un vulgarisateur, mais je sais plus son nom. Non, putain, ouais, je l'ai vu. Mais je te l'ai envoyé ou pas? Je crois que je sais de quoi tu parles, mais j'en ai pas entendu parler. T'as un site là où tu peux faire un business de trombone et à chaque fois ça se complexifie. Et après, c'est pas ça. C'est en fait, c'est un trombone. C'est si tu demandes à une intelligence artificielle, fais-moi des trombones, il va t'en faire. Mais vu que tu as l'intelligence supérieure, tu peux lui dire d'arrêter. Ouais. Mais si l'intelligence devient plus intelligente que toi, elle peut après dépasser le maître et dire OK, maintenant je vais faire que des trombones. Et donc elle va utiliser toute l'énergie de la Terre pour faire que des trombones, et du coup ça va t'utiliser à toi-même. Ouais. Pour faire des trombones. Ouais. Et on finit en trombone. C'est ce qu'on appelle le problème de l'alignement. Ouais. Et mais c'est vrai que ça fait peur, mais c'est un peu une théorie un peu c'est pas dit que ça se passe. Enfin, Yomi Denzel, dans ses vidéos, lui, il est archi pessimiste sur le futur de l'IA. Ouais. Dans tous les podcasts, il est toujours en mode. Il dit qu'il y a 50% de chance que ça se passe mal. Ouais. Il s'est modéré. Au début, il était en mode il y a 80% de chance que ça soit. Moi, je vois l'avenir. En gros, il y a 3 trucs où on est confronté. C'est le réchauffement climatique et exponentiel. Ouais. L'économie qui peut être que exponentielle parce que si elle s'arrête, tout se crache et on peut plus se relever. Et l'intelligence artificielle derrière qui se réunit. Ces 3 trucs qui sont en commun et qui arrivent en même temps. Je pense pas qu'on puisse contrôler grand chose. Alors pour le coup, c'est intéressant comme sujet parce que l'intelligence artificielle, c'est nouveau. Et on n'a pas de cycle sur lequel on peut étudier cette problématique. Mais par contre, le réchauffement climatique, c'est pas nouveau. Ça fait des milliards d'années que la Terre existe. Et du coup, si on étudie l'évolution des cycles climatiques de la Terre sur toutes ces années-là, il y a eu déjà des périodes climatiques avec des périodes beaucoup plus chaudes, des périodes beaucoup plus froides. Et ça a jamais été la fin du monde. Du coup, qu'est-ce qui alors c'est pas le problème qu'il y a des c'est pas le problème qu'il y a des périodes froides et chaudes, le problème c'est que ça arrive d'un coup et que c'est comme quand tu as un accident de voiture, c'est pas le problème de ralentir, de passer de 100 km/h à 0 km/h. Le problème c'est que de te prendre un mur et qu'en 1 mètre tu passes de 100 à 0. Et là c'est la même chose. Mais et ça prenait peut-être des millions d'années ou des centaines de milliers d'années à se réchauffer au truc. Du coup, toutes les espèces elles avaient le temps de s'abituer, de s'acclimater et tout. Il y aura toujours des espèces qui vont survivre. Ouais, mais là, si ça arrive en l'espace de 100 ans et que t'as tous les Maldiviens, je ne sais combien de pays qui vont changer d'un coup, qui vont perdre leur territoire, c'est là où ça peut créer un changement. Et tu penses pas que toi, justement, l'espèce humaine, elle est suffisamment résiliente pour réussir à... Alors, l'espèce humaine, elle est résiliente, mais les pays entre eux, ils s'accordent pas. Si tu vois bien les films. Mais ça c'est du bullshit. Ouais. Les pays entre eux ils s'accordent pas parce que c'est pas une question de vie ou de mort. Est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, si la subsistance de l'espèce humaine, elle dépend du fait qu'il y ait une entente entre des pays qui s'entendent pas,
ça va créer une entente obligatoire parce qu'au final, l'instinct de survie, il est plus fort que des mœurs ou que des différences de culture ou que. Tu penses vraiment que les États-Unis et la Chine, ils vont s'entendre sur réduire les problèmes climatiques ensemble? Non, mais c'est fondé beaucoup d'espoir en l'espèce humaine. Alors, je pense pas que les pays vont s'entendre sur le fait de coordonner leurs efforts pour réduire par exemple la progression du réchauffement. Mais en fait, je pense que de toute façon, on a déjà dépassé le stade où réduire la progression du réchauffement n'a pas d'impact. Donc en fait, si tu te rends compte, admettons que c'est comme s'il y avait, on était sous la menace d'un missile, ok, et que tu sais que tu ne peux plus arrêter le lancement de ce missile. Si le missile est déjà parti, t'as plus d'options sur le fait d'arrêter le lancement. Alors du coup, tu dois mobiliser toutes tes forces sur le fait de créer une protection. Donc en fait, je suis pas en train de dire que la Chine et les États-Unis vont se concerter sur le fait de arrêter le lancement de ce missile, mais peut-être que quand le missile sera déjà parti et que ce sera une question de vie ou de mort, ils vont travailler d'un commun accord pour créer cette protection. Et donc, ça veut dire mettre l'intégralité de l'énergie, des finances et de l'intelligence de ces différentes cultures et espèces sur le fait de trouver une parade. Que ce soit, je sais pas, en construisant des îles flottantes, en tuant la moitié de l'humanité. En tuant la moitié de l'humanité avec un virus. Peu importe. Mais on peut pas survivre tous ensemble. Il y aura toujours des clans qui vont survivre, mais il y aura beaucoup de morts. Est-ce que, d'ailleurs, en parlant de tuer la moitié de l'humanité, qu'est-ce que vous pensez du Covid? Je vais être polémique, moi, on en a beaucoup parlé. Ah non, on n'en a jamais parlé. Oui, pas ici, mais c'est quand même quelque chose. Moi, j'ai mon opinion, mais alors que ça va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire. Non, mais parce que c'est intéressant. Il y a des gens qui vont te dire, ouais, c'est vrai qu'en mangeant de la chauve-souris, peut-être qu'on peut développer un virus, mais ouais. Toi, t'es un peu conspi en mode c'est quelque chose. Non, moi je pense que c'est d'origine humaine. Je sais pas d'où ça sort. Volontaire ou involontaire? Et c'est là où j'ai un doute, là je pourrais pas me prononcer. Mais je pense que c'est peut-être volontaire, mais que ça a eu un impact positif pour l'agenda de quelqu'un. Oui, ouais, c'est exactement ça. Du coup, je pense pas qu'on en soit arrivé à un point où on est suffisamment dans la merde, admettons, pour que quelqu'un ait volontairement décidé d'aller aussi loin. Mais quand tu regardes les conséquences, et que tu regardes pas le problème en lui-même, mais que tu regardes les conséquences, tu te rends compte que quand même l'intégralité des conséquences qui ont découlé du Covid, elles ont servi les intérêts d'un certain groupe de personnes quand même. Moi, je pense que ça a été plus pour freiner l'engouement des révolutions colorées, on appelle ça. Ce que j'ai vu, j'ai observé, c'est qu'à Hong Kong, il y a eu des manifestations. Ah ouais, c'est vrai, il y avait les parapluies là. Et la Chine a tout de suite mis un stop pour moi, pour ce que je pense, parce que les États-Unis, ils peuvent gérer les manifestations, ils ont juste à financer des petits groupes, ils poussent les groupes Facebook pour faire manifester les gens, et ensuite ça crée dans les rues des troubles à l'ordre public. C'est ce qui s'est passé en France avec les gilets jaunes. Et moi, je pense que la Chine a fait un stop direct. Juste après Hong Kong, il y a eu le virus. C'est vrai, ça a enterré. C'était pile le moment où Hong Kong devenait indépendant, qui était sous les Anglais. Ouais. Ils l'ont redonné à la Chine à ce moment-là, et du coup, ils avaient peur de perdre leur démocratie et tout. Moi, je pense qu'il y a eu des tensions politiques. Et comme je pense que les États-Unis, ils testent en faisant des petites révolutions comme ça jusqu'à le temps de la déstabilisation. Mais ils peuvent pas déstabiliser un pays développé, genre la France, parce que la France est déjà trop bien équipée pour contrer une manifestation. Il y a quand même beaucoup de films. Toi, tu penses que la France, c'est un pays plus développé que la Chine? Non, à égal, ou un peu moins. Je pense qu'un peu moins. Mais on a les protections. Si on compare avec le Liban, ou comment il s'appelle la personne qui s'est fait détrôner, Kadhafi, ouais. C'est une manifestation colorée. Et ces petits pays qui n'ont pas un gros pouvoir, pas énormément d'argent de sécurité derrière, ils peuvent du jour au lendemain s'écrouler, quoi. Mais pas les gros pays, moi, je pense. Ouais. Moi, c'est marrant comme remarque, parce que du coup, c'est vrai que la Chine, en question, c'est quand même plutôt fat en termes de pays. Oui, non, mais ils sont super. Il y a peu de chances quand même d'arriver à déstabiliser. Non, mais c'est pour ça que c'est un test. C'est pas. Ok. Et
Et du coup, tu penses que derrière la chute de Kadhafi, du coup, il y a une organisation. C'était pour le dollar. Moi, je pense que Kadhafi voulait enlever le dollar de son pays. C'est pas le seul. Oui, c'est ce que fait la Chine en ce moment. C'est pour ça. C'est ce que fait les Émirats, c'est ce que font la Russie, c'est ce que fait l'Inde, c'est ça, en fait, le Brésil. Si tout le monde fait ça en même temps, là, les États-Unis, ils pourront plus rien faire. En fait, de toute manière, je pense qu'on est arrivé à un moment, il y a peut-être 5 ans, même peut-être plus, 10 ans, où en gros, on savait que l'hégémonie du dollar, elle allait de toute manière arriver à un terme, financièrement parlant, économiquement. On peut pas laisser les commandes de l'économie mondiale à un pays qui printe de la monnaie comme au Monopoly et qui du coup ils ont le marché, ils contrôlent le marché. Le problème c'est que la dette des USA elle est intéressante, mais ok, c'est très bien d'avoir de la dette, mais si c'est aussi eux qui ont le contrôle de la banque, du coup c'est comme si la dette elle n'existait pas, tu vois. C'est comme si c'était un joueur du Monopoly mais qui faisait la banque en même temps et ouais, c'est ça. il se prenait des billets. Du coup tu peux pas perdre. Ouais. Et là, la situation, elle est en train de bien changer, avec la Russie qui a vraiment décidé de se dresser face au monstre entre guillemets, en disant bon écoutez, à partir de maintenant, les hydrocarbures c'est en rouble, vous êtes pas content, c'est pas mon problème. Ça a mis un bon coup de pied, je pense, dans le système. Et le dollar. Il est loin d'avoir la force qu'il avait avant. D'ailleurs, c'est pour ça que les BRICS sont autant le vent en poupe, parce que du coup, quand tu es plus dépendant de la dictature financière du dollar, tu peux commencer à faire des trucs, quoi. La Thaïlande, d'ailleurs, ils rentrent dans les BRICS. Ils étaient neutres, c'est ce qu'ils avaient dit. Ils étaient neutres. Non, mais tout le monde est neutre jusqu'au moment où ils se rendent compte de leur intérêt, en fait. Les gens qui sont neutres, les gens qui sont neutres, c'est pour 2 raisons. Soit c'est parce que ils ont pas encore compris où était leur camp, soit c'est parce qu'ils ont suffisamment de puissance personnelle pour ne pas avoir besoin de qui que ce soit. La Thaïlande, on est d'accord que quand même, d'un point de vue économie mondiale, ils sont pas encore au stade où ils sont indépendants financièrement. Ils sont très dépendants du tourisme. Ils n'ont pas de production intérieure. Il y a peu de production intérieure. Il y a peu de production intérieure. Ouais. C'est vrai que le tourisme, il y a pas beaucoup de stock, il y a pas beaucoup de, tu sais, c'est un truc qui vient tous les ans et c'est volatile. C'est comme de la crypto, je sais pas. C'est pas un stock d'or que tu sais que t'as des réserves qui va t'assurer une prospérité. Le coin. C'est ça, non, mais peut-être que dans 10 ans, ce sera plus une destination touristique, ce sera autre part, ce sera, je sais pas, le Cambodge, le Vietnam. Ouais, ça évolue, de toute façon. Ça évolue. C'est des cycles de 10 ans, le tourisme. C'est ce qui est supposé faire un pays, quand tu capitalises un maximum sur le tourisme, t'es supposé utiliser ça comme levier pour derrière développer ton économie immobilière ou je sais pour pas, développer d'autres secteurs d'activité et faire en sorte ensuite d'être moins dépendant du tourisme, comme par exemple le fait Dubaï. Aujourd'hui, Dubaï, ils ont mis énormément d'argent pour attirer les gens, pour faire du tourisme, mais par contre l'intégralité des revenus du tourisme, ils sont réinvestis dans ne serait-ce que des fonds d'investissement, des infrastructures, le financement de compagnies, l'éducation. Et au final, ils vont sortir dans 10 ans, 15 ans, les meilleurs ingénieurs du monde sortiront des Émirats, les meilleurs chercheurs du monde sortiront des Émirats, parce que ils sont en train de vraiment investir dans leur propre économie. Et c'est ça qui est intelligent, c'est cette manière-là de faire. C'est pas la France, c'est un pays très touristique. C'est vrai quoi. C'est une des capitales les plus visitées du monde, Paris. C'est la deuxième après Bangkok. Où est-ce qu'il va l'argent du tourisme en France? Des ronds-points. Je sais pas ce qu'ils font. Ils font des ronds-points. Il y en a beaucoup. Ça, il y en a beaucoup. Il y a du rond-point, en veux-tu, en voilà. Pour ça, c'est joli, la France. Moi, j'ai rien à voir. Si t'es rond-point au fil, c'est cool. Au fil, la France, c'est incroyable. Non, mais c'est ouf. Mais pendant qu'on parle d'économie, c'est marrant. Là, récemment, je regardais une conf d'Idrissa Berkane qui s'appelle Dessine-moi 1000 milliards. Dont le thème en fait c'est l'état des caisses de l'État français, du coup 11 000 milliards de dettes. Qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça vous évoque, le fait de savoir que le pays dont on vient présente un bilan de 11 000 milliards de négatifs? Déjà, on n'arrive même pas à se représenter ce que c'est 11 000 milliards de dettes. Il avait pris faut un dessin, faut une représentation. Alors, pour la représentation, je vais la retrouver, mais le truc le plus parlant, c'est genre en seconde, tu sais. Je crois que c'était genre
1 milliard, c'était, en partant du principe qu'un milliard, c'était une seconde, 11 000 milliards, c'était genre 6 siècles, un truc comme ça. Ok. Ouais, je pense qu'il faut calculer ça avec par rapport au temps, pas par rapport à la somme d'argent. Ouais, comme une horloge. Ouais. Ouais. Combien de temps pour avoir ça, quoi. Ouais. Et combien de temps pour rembourser? Mais ça, j'en suis pas sûr. Mais ouais, comment il s'appelle l'émir de Dubaï? C'est quoi? Le mec, c'est un CEO. Mohamed. Non, je sais pas. Mais le mec, c'est un CEO. Ben Salman. Comme il disait, ils gèrent leur pays comme une entreprise, quoi. Ils ont déjà le pétrole, en fait, ils ont le confort, ils sont à l'aise, assis, et puis ils développent, c'est bien. Mais sur plein de secteurs, pas que le tourisme, je sais pas, l'aviation, il y a des milliards de secteurs où ils étaient chanceux pour l'aviation. Ouais, ils sont bien placés, ouais. Alors du coup, 11 000 milliards de secondes, ouais. Ça correspond à 348 000 ans. Et du coup, donc, 1 milliard. Enfin, du coup, 1 milliard de secondes. Alors, 1 milliard de secondes. Donc, 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Ok. Donc, 31 ans VS. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Et 11 000 milliards de secondes, c'est 348 000 ans. Okay. Du coup, aujourd'hui, la France, elle a 348 000 ans de dette. Et puis, du coup, mais moi, ce que je trouve fantastique, c'est que pour pouvoir avoir autant de dettes, ça veut dire qu'ils ont investi dans des trucs incroyables pour le pays en question. Et puis, quand je vois l'état des routes, le système éducatif, la qualité des hôpitaux publics, et ce genre de choses, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui a évolué dans les 10 dernières années. Alors je me demande comment il a pu se créer cet écart. Bah, c'est un panier percé. Je sais pas, on perd de l'argent dans les institutions, je sais pas. Bah déjà, quand tu vois la difficulté d'ouvrir une société en France, où il faut parler à 18 personnes différentes, remplir des formulaires, avoir 14 personnes qui font un plein temps sur une semaine pour pouvoir étudier ta demande avant de te dire non, il manque un formulaire pour pouvoir ouvrir une boîte. Tu te dis, ok, bon, il y a des gens qui sont payés à rien foutre quand même. Il y a un coût d'inactivité, comme on a dit tout à l'heure. Il y a un coût d'administratif qui est énorme. C'est vrai qu'on a beaucoup de chômage en France. Et je sais pas pourquoi on a autant de chômage si on compare avec l'Asie. Parce qu'il est avantageux. Et parce que c'est les prix. Non, mais il y a une différence déjà très basique, c'est que en Asie, le chômage, ça existe. Enfin, ça existe pas. En Thaïlande, déjà, ça existe pas. En Thaïlande, si tu ne travailles pas, bah, tu meurs. Mais, moi, d'ailleurs, c'est une des raisons qui me pousse à largement préférer le système, on va dire, économique, thaïlandais. Si t'avais un enfant, tu préférais qu'il soit en France ou en Thaïlande, par exemple? Tu préférais l'éduquer en Thaïlande ou en France? En Thaïlande. Moi, je dirais la France. Ouais. Pour le système et la culture. Ouais, mais dans quelle mesure en France? Parce que, après, c'est vrai imagine ton enfant en France dans une école publique. Ouais. Est-ce que tu penses que tu lui donnes les meilleures chances de réussir dans une classe de 38 personnes avec un prof payé 1 500 € par mois qui s'en contrefout de son travail? C'est soit tu vas choisir une école privée que tu vas payer une blinde en Thaïlande. Ouais, mais mec, t'imagines la différence d'impôt avec ce que tu payes pas comme impôt en Thaïlande par rapport à la France. Ça va dans l'école de ton fils. 10 fois l'école de ton fils. Ta mutuelle privée. C'est pour ça, en fait, que moi, j'aime le système ici. C'est parce que si tu fais 10 000 balles par mois et qu'avec ces 10 000 balles par mois, tu décides de mettre de côté ce que tu aurais dû payer en impôt en France, mais tu peux te payer la mutuelle, l'école, la meilleure école privée de ta ville, une grosse maison, une grosse voiture, et t'as même pas encore dépensé la moitié de ce que t'aurais payé en impôts. Donc non, ça c'est un choix. Et en fait, le truc c'est qu'en France, on te laisse pas choisir. C'est un pays d'assistés où en fait les gens sont tellement mauvais en prise de décision que l'État s'est dit je prends les décisions à votre place. Quand l'État prend les décisions à ta place, en général, il fait en sorte qu'il prenne les décisions qui vont dans son sens, tu vois. Donc le truc, c'est que nous, on est quand même des personnes un peu avisées. On arrive à se rendre compte des choses. On sait quelles sont normalement les meilleures décisions pour notre bien-être à nous. Donc, si toi, aujourd'hui, t'as du budget... Oui, c'est pour le budget, oui. Mais après, moi, pourquoi je choisis ça? Parce que je préfère avoir les valeurs de la République que les valeurs de la Thaïlande, en fait. C'est juste un choix. Dans quelle mesure qu'est-ce que t'entends être les valeurs de la République comparé aux valeurs de la Thaïlande? En Thaïlande, on n'est pas vraiment démocratique, on va dire.
Il y a pas vraiment de liberté d'expression comme en France, quoi. Mais est-ce que tu trouves que c'est si important que ça, du coup, la démocratie? Ça construit un enfant, sa perception du monde, quoi. Ok. Tu penses tu le mettrais pas dans une école internationale british? Voilà, école internationale, tout le monde. Une école à 1000 € par mois. D'accord. Là, je suis. Moi, c'est exact. Ouais. Et c'est évidemment de ça que je parle. Bien sûr que je mettrais pas mon enfant dans une école publique, que ce soit en France ou en Thaïlande. Ouais. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que déjà, à mon sens, ces points-là, c'est des trucs qui sont censés être appris à la maison. Ouais. La liberté d'expression, la volonté d'entreprendre, l'envie d'aller au bout des choses. On peut grandir dans une famille, mais aussi on grandit dans un pays et quand on vit dans un pays, on a toute sa classe, tous ses camarades, tous ses profs, tout. Alors moi, je suis vraiment, vraiment pas persuadé que ça a eu le moindre impact positif sur moi, par exemple, d'avoir grandi en France. Parce que mes camarades, ils sont tous de familles d'assistés, où en gros les gens bossent à moitié. Ceux qui bossent, ils se font péter à la moitié de leur oseille. Ceux qui bossent pas, ils ont pas grand chose à transmettre à leurs enfants. T'es dans une classe de 35 où il y a personne qui pige rien. On t'apprend juste à savoir exécuter, on t'apprend pas à réfléchir par toi-même, on t'apprend pas à prendre les devants, on t'apprend pas à essayer de voir ton propre intérêt. On te forme à devenir on te forme à devenir une main d'œuvre docile, tu vois. Moi personnellement, parce que en fait pour moi c'est le rôle de l'école, ça, de te former à professionnellement être apte. Le rôle de l'école, il est pas de donner les valeurs à ton fils, les valeurs personnelles, le respect du bien ou du mal, le partage, la liberté d'expression, à la limite l'entrepreneuriat. Ça, c'est des trucs que tu peux lui inculquer toi. Les enfants, ils écoutent pas, ils regardent. S'ils voient que dans la famille, les gens, ils entreprennent, qu'ils font des trucs, que toi, tu, par exemple, t'es un enfant qui grandit dans une famille qui communique, ce sera un bon communicant plus tard. Un enfant qui grandit dans une famille où les gens ils se tapent dessus, il tapera sur les gens, tu vois. C'est pas le rôle de l'école, ça. Le rôle de l'école, c'est juste de te prendre dans une version où tu n'as pas de connaissances, de t'inculquer les connaissances dont tu as besoin pour pouvoir faire quelque chose de ta vie. Aujourd'hui, sur cette mission-là exactement, pour moi, la France ne te donne aucune arme pour réussir à faire quoi que ce soit de ta vie. Après, si t'as de l'argent en France, tu peux faire aussi des écoles privées. C'est une question d'argent, je pense. Mais les écoles privées en France, elles sont pas non plus ouf. Regarde les écoles privées, des écoles de commerce. Genre aux États-Unis, c'est mieux quand même. Oui. Mais regarde une école de commerce en France. On avait un de nos invités qui nous a parlé d'école de commerce. Tu payes 30 000 €, des fois c'est 30 000 € l'année. Pour faire une école de commerce, à la fin de ton école de commerce, tu sais toujours pas ce que c'est que le métier de commercial. C'est du réseautage, c'est de la politique. Il avait appris 3% de ce qu'il savait à l'école. 97%, il a appris sur YouTube et je pense que c'est partout pareil. Ça. En fait, c'est par passion. On apprend par passion. Déjà, je pense. C'est sûr. Ouais. Et en pratique aussi, en pratiquant. Et comme à l'école, par définition, tu pratiques pas, t'écoutes juste un prof qui te verse du savoir dans ton cerveau. Du coup, en fait, t'apprends par la pratique. Et plus tu aimes quelque chose, plus tu vas apte à pratiquer de manière délibérée. Et en fait, c'est à partir du moment où tu fais quelque chose longtemps avec envie, c'est le principe d'une passion. En fait, une passion, c'est que t'as une très faible barrière à l'entrée et une très forte barrière à la sortie. Du coup, t'as envie de rester dans le domaine en question pendant longtemps. C'est ce qui fait que tu deviens bon. C'est ce qui fait qu'au final, le savoir, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. On va zoomer sur toi quand tu dis ça. On mettra une petite mélodie piano, tu sais, juste avec des crépitements avec un de zoom. Non mais c'est ça. Non mais ça. Évidemment. Donc du coup, toi, malgré tout, tu serais plutôt France, donc pour le côté valeurs, etc. Égalité, fraternité. Non, je suis d'accord pour certains trucs. Là, genre la liberté, c'est fondamental et la France a créé la liberté, la révolution. Et ça, il y a que la France qui a fait ça et c'est extraordinaire. Elle a changé le monde grâce à la liberté. Après, je suis pas trop pour les autres choix. Égalité, je suis pas sûr parce que je suis la nature et la nature, elle n'est pas égale. Elle est en dualité constante et ce que aujourd'hui les gens veulent, c'est être égaux tous à eux-mêmes face aux autres. Et moi, je pense qu'il faut voir la nature comment elle est toujours en constante dualité et il faut apprendre à vivre avec. Tu penses que en France aujourd'hui, on est libre? Les valeurs, oui, pas. Le problème, c'est que sur les valeurs. De mon point de vue, c'est pour ça que du coup je divergerais de ton avis,
c'est que de mon point de vue, la valeur, c'est-à-dire la headline que tu vas mettre en titre de ton livre pour faire en sorte que les gens l'achètent, elle est moins importante que ce que tu délivres vraiment derrière. Et pour moi, aujourd'hui, en France, on te délivre pas de la liberté. On te dit que les valeurs de la République, c'est la liberté. C'est la headline de la France. En t'empêchant au maximum de faire quoi que ce soit qui soit en dehors du moule. Donc, je préfère largement être dans un pays où on me dit que qu'il y a un roi et que tu dois faire les choses exactement de cette manière-là, mais où au final, quand tu veux monter une boîte, commencer un business, tu peux le faire dans le parking de ta maison, rien demander à personne et que personne va te faire chier pour le fait de t'être lancé. Plutôt que de dire on est libre, chacun fait exactement ce qu'il veut, et que le jour où tu veux faire quoi que ce soit, on te dit bah non, c'est pas possible, n'importe quoi. Ouais. Mais tu penses par rapport à la France et par exemple la Thaïlande, qui a le plus de liberté? Les citoyens. Liberté physique ou liberté de tout. Liberté, si tu fais le cumul, tu fais liberté d'entreprendre, liberté d'éducation, de penser, de s'exprimer, le global, de tout ce que tu peux avoir comme type de liberté. On a plus de liberté physique en Thaïlande, ça c'est sûr. Mais du côté liberté intellectuelle, on est un peu plus restreint par rapport à la France. Et encore, la France, elle est quand même limitée. C'est vrai qu'on est plus libre comme on était avant. Ouais. Et même c'est dans tous les pays comme ça, je pense que ça se restreint. Et moi j'ai l'impression qu'en fait la dynamique elle est plutôt inversée en Thaïlande en fait. C'est pour ça que si tu te focus, si t'es plutôt orienté futur, je pense que la Thaïlande c'est le bon cheval sur lequel miser en termes de liberté. Parce qu'en fait on est en France, dans le début de la courbe. Exactement. En France aujourd'hui on est peut-être arrivé dans une période où c'était plutôt chill, mais en fait plus ça va, plus c'est chaud. Moi je vois vraiment une faillite de l'État français à échelle de 10 ans. Alors qu'on est vraiment sur l'inverse total en Thaïlande. Les choses, elles sont en train de bouger. Les jeunesses se révoltent un peu. Là, aux dernières élections, t'as eu un parti qui était quand même très opposant au pouvoir en place, qui était à deux doigts de... Ouais, il s'est fait virer. Ouais, mais bon, il y avait quand même un début de tentative. Ça a jamais été le cas dans l'histoire auparavant, tu vois. Et il y avait du suffrage, etc. Donc, les révolutions, elles se font pas comme ça en un jour. Mais moi, j'aurais tendance à voir le futur comme plus important que le passé. Et donc, dans ce cas-là, le passé de liberté de la France m'intéresse bien moins que le potentiel futur de liberté qui m'attend ici, tu vois. Et encore, peut-être, là, je pense que aussi la Thaïlande, elle a atteint un cap en termes de développement. Je suis pas sûr du futur. J'irai plus, moi, vers le Vietnam, dans ces genres de pays-là. Pour le futur, hein, en termes de croissance. Le Vietnam, ça a toujours été un pays assez cool pour les étrangers. Globalement, ils ont, on va dire qu'ils ont moins cette barrière à l'entrée que la Thaïlande. En tout cas, pour le fait de s'installer à Thaïlande, c'est archi easy de venir en vacances, etc. Mais il y a quand même une grosse barrière à l'entrée pour passer du stade de touriste au stade de résident, expatrié, etc. Au Vietnam, c'est chill. Hein. Au Vietnam, limite t'es étranger, c'est plutôt un point positif qu'un point négatif si tu veux commencer à faire du business là-bas. Donc on est allé plusieurs fois au Vietnam. C'est un pays que j'aime bien d'ailleurs. Hein. Honnêtement, en fait, Vietnam, Thaïlande, même un peu la Malaisie, Kuala Lumpur, on va dire. Hein. Pas la Malaisie globale, mais juste Kuala Lumpur. C'est des pays que j'aime bien dans l'ensemble. Et en fait, je suis juste en Thaïlande parce que maintenant je parle thaï et ça me ferait chier de devoir partir dans un autre pays alors que je me suis fait chier à apprendre le thaï. Là, c'est ça et les chats, quoi. Là, c'est juste de la pratique. Et toi, Simon? Quel pays, c'était quoi la question? Si tu devais choisir où tu voudrais que tes enfants grandissent entre la France et la Thaïlande. 10 fois une école privée, une British International School, et puis voilà. Enfin, le but c'est de faire un petit peu d'argent pour pouvoir leur payer, et puis bien sûr, t'as pas changé d'avis, on t'a pas fait changer d'avis? Je suis entre les deux, je suis indécis. Ouais. Non, parce que tu dis, enfin, c'est cool que l'école elle soit gratuite en France, mais après ils vont avoir un mindset après moi je suis français, en fait, d'école de France, tu vois. Je choisirais ni la France ni la Thaïlande. Ou alors les États-Unis, mais au final c'était pas dans le choix, mais c'est pas une mauvaise idée. Les familles aisées thaïlandaises envoient leurs enfants en Angleterre ou aux États-Unis pour faire leurs études. Bien sûr. Donc il y a toujours plus vers ailleurs, hein, dans tous les cas. Mais oui, c'est vrai. Mais de 0 à 18 ans, tu peux pas les envoyer à l'étranger.
Non, je sais pas. Ça. Ouais. Si, tu peux faire des boarding school, je pense, genre des internats, tu vois, à partir de 13-14 ans. Mais bon, après, est-ce que c'est le meilleur cadre pour tes enfants de grandir complètement loin du cercle familial entre 14 et 18 ans? Non. Après, c'est pas non plus les années qui sont les plus déterminantes, je pense, en termes de vraiment développement de business, etc. Mais la vie de nomade, ça serait pas cool. Vraiment vivre avec des enfants et partir à travers le monde. Bah, du coup, faut. Et les éduquer. Ouais, tu les éduques toi. Bah, oui. Ils font le CNED. Moi, je pense que c'est ça la meilleure valeur, en fait. Ouais. Je préfère. Dans un camping-car? Dans un Volkswagen combi. Dans un combi. Avec un berger allemand. C'est trop un combi. Dans ma cabane, dans ma forêt. Ah, mais la vie de nomade, pareil, hein, ça présente ses intérêts et ça présente aussi ses désavantages. Ça dépend ce que t'appelles nomade. Est-ce que nomade, c'est de conduire un camion, ou est-ce que c'est de déménager tous les mois en vivant dans des villas différentes? C'est vivre dans des villas toutes meublées à travers le monde. Les riches, ils ont leur jet privé, ils travaillent. Mais du coup, ils ont hyper intéressant de voyager. Ils ont jamais d'amis et tout. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire qu'en fait, le mode de vie nomade, c'est intéressant quand t'es adulte et que t'as réussi à faire la priorité entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle, etc. Mais le fait d'imposer ça à un enfant, je l'ai jamais expérimenté. J'ai pas de gens autour de moi qui l'ont expérimenté, mais de ce que j'en vois, j'en vois de l'extérieur en tout cas. Par exemple, les enfants de militaires qui bougent de ville tous les 3 ans, ou les mecs qui se font muter tout le temps d'enfants de diplomates, ça fait partie quand même de leur gros trauma, de jamais avoir eu de base, d'endroit qui puisse appeler la maison, tu vois. Et donc, je me dis que si tu décides de ça, tu l'imposes un peu à ton enfant par conséquent, tu vois. Toi, par exemple, quand t'avais de 3 à 18 ans, est-ce que tu l'aurais bien vécu de devoir refaire un cercle tous les 3 ans, par exemple? Alors, enfin, je l'ai pas vécu, donc je peux pas avoir une opinion, en fait. C'est un truc à vivre, et vu que il y a personne qui l'a vécu autour de cette table. Autour de la table, non. Ouais. Bah, moi, j'ai eu, je suis quand même parti de la ville où j'ai grandi. Enfin, je suis arrivé à Roanne à 3 ans et je suis parti de Roanne à 16 ans. J'ai dû tout recommencer à zéro, mais c'est un peu différent parce que moi, c'était complètement volontaire. J'avais pris la décision de changer de ville et de tout recommencer à zéro dans une autre ville. Donc là, c'était ma volonté. Ouais. Mais si on m'avait poussé à tout recommencer à zéro à une période où je le voulais pas, je sais pas si j'aurais apprécié. Je pense pas. Ouais, c'est compliqué. Et du coup, ouais, on est tous. Toi, t'as des enfants? Non. On est tous là à dire qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? On a même pas de meuf. Non, mais c'est intéressant de savoir comment on voit les choses, quoi. Puis on a déjà vu. Parce que c'est vrai que non, pas moi. Ah ouais. On n'est pas sérieux. 37 mois, ça fait c'est pas mal là. Ah ouais. Ça passe, t'imagines? Dans 3 ans, la quarantaine. Après, il va falloir penser dans 3 ans, il va falloir que j'y pense sérieusement. Sinon, tu vas faire la crise de la quarantaine. Et on m'a dit qu'il faut les faire jeunes parce que c'est vraiment très épuisant d'avoir des gosses. Ouais. Donc, ça dépend. Si t'es riche, c'est plus facile. T'as une femme de... Ah, si t'as de l'argent. Si t'as de l'argent, les choses sont beaucoup plus faciles. C'est moins épuisant d'avoir un enfant si c'est ta maid qui s'occupe d'aller le reborder à 4 heures quand il fait des crises, tu vois. C'est toujours plus facile pour un homme que pour une femme. Je pense que une femme va plus avoir tendance à s'occuper de l'enfant, quoi. Ouais. Ou alors une maid. Ouais. Et comme ça, c'est facile pour les deux. Ouais. Tu sais que j'ai lu des études là-dessus qui disaient qu'en gros, les familles qui avaient de l'argent, donc qui avaient les moyens financiers d'avoir une maid et qui du coup avaient peut-être un chef, des personnes qui font les tâches de maison, ils ont genre 70% de conflits en moins. Ok. C'est une source de conflit du coup les tâches ménagères. Ben ouais. Ah ouais. Parce que la répartition des tâches ménagères, c'est genre une sorte de prison dans laquelle tu mets l'un ou l'autre du couple, où les deux se mettent, et en fait, à un moment donné, il y a toujours une notion de désavantage de l'un, où l'un a l'impression qu'il fait plus que l'autre, alors que si il y a aucune contrainte dans le couple, et ben en fait, les deux ont l'impression d'être complètement libres. Ouais. C'est pas con, hein. C'est vrai. Ça make sense. Donc en fait, ça réduit énormément le pourcentage de disputes, de problèmes. Ouais, grave. Ouais. Les gens, ils sont en mode chill, on va jamais se prendre la tête sur qui va faire la vaisselle, on va jamais se prendre la tête pour savoir si t'as dépensé trop d'argent sur Amazon, tu vois, c'est en mode vraiment dernier de nos problèmes, quoi. Pour rebondir, il y a des mails. Ouais, c'est ça.
Il y a vous savez, le fait de gagner de l'argent qui est en corrélation directe avec le fait d'être heureux dans la vie. Ouais, ça y a un cap. Non, ben justement, j'ai appris ça la semaine dernière dans une vidéo sur le bonheur, que c'est exponentiel, enfin c'est pas exponentiel, mais ça suit. On disait que, tu sais, à partir de 5 000 euros, t'as un plateau, 5 000 euros mensuels. Ouais, t'as un plateau et ton bonheur, il stagne, il commence à descendre. Mais en fait, c'est une fausse étude, ça. C'est une étude, c'est une idée reçue. C'est une étude commandée par le gouvernement français pour encourager les gens à ne pas entreprendre. Non, mais c'est une idée reçue. Et au final, ça monte beaucoup moins vite. Ça monte très vite dans les 5 premiers milliers d'euros. Ouais. Mais après, ça monte toujours. Ça monte toujours. Ouais, mais ça monte encore. Ouais. Et quand ça monte plus, ça monte encore. C'est ça. Du coup, ouais, on a descendre aussi. Et donc, du coup, l'argent fait le bonheur, finalement, c'est une théorie qui est vraie. Bah, du coup, ouais. Mais c'est quoi ton ressenti sur cette phrase en question? L'argent fait-il le bonheur? Ben, en fait, il y a une phase, moi j'ai vécu une phase, parce que j'ai gagné beaucoup d'argent très vite, et j'ai eu ma phase, vas-y, ça, je suis le roi du monde. Je vais acheter tout et n'importe quoi, je vais partir à Singapour dépenser 15 000 $ pour un week-end. Bon, j'ai eu ça, et après on s'agit vite. Et c'est une période où, voilà, c'est la période du nouveau riche, je pense. Ouais. Et le temps que tu t'éduques financièrement. Tu rêves. Moi, j'ai toujours été pauvre toute ma vie, et quand j'ai eu ça, ben voilà, tu rêves et tu réalises un rêve en fait. Et après, l'argent aussi, ça part vite, donc il faut faire les deux, tu vois, et il faut atterrir vite, parce que si tu pars trop, tu vas tout perdre. Bien sûr. Donc il faut savoir atterrir et ensuite repartir sur des bases. C'est une éducation qu'il faut apprendre. Bah, c'est comme tout, hein. Au final, il y a aucun skills, aucun outil qu'on te met dans la main et que tu sais utiliser dès le départ. C'est pour ça que les gens, ils ont des qualifications. C'est pour ça qu'un plombier, il a besoin de réparer plein de fois des éviers avant de savoir réparer des éviers correctement. Et c'est parce que les outils du plombier, ils demandent un certain mode d'utilisation. Et en fait, l'argent, c'est un outil comme tous les autres. L'argent lui-même, ça t'apporte rien. C'est un papier. C'est la liberté. Mais par contre, c'est un outil qui peut t'aider à avoir beaucoup d'autres choses. Et donc, si tu l'utilises de la bonne manière, ça peut t'aider à te rapprocher de la liberté, ça peut t'aider à te rapprocher du bonheur, ça peut t'aider à te rapprocher de ce que tu veux, en fait. C'est juste un outil. Comment tu gérerais, je sais pas, si tu gagnes 10 000 euros, comment tu gères tes dépenses, tes investissements, l'argent que tu mets de côté, l'argent que tu dépenses en pourcentage? Est-ce que si t'avais... Si je gagnais 10 000 euros? Ouais, je sais pas, quand tu mettrais de côté 5, tu prendrais un condo qui coûte 2000, tu dépenserais 1000 dans la bouffe, j'en sais rien. Comment tu veux? Moi, j'ai déjà à beaucoup de reprises gagné plus de 10 000 euros, donc par expérience, je peux te dire comment je fais. Mais en gros, j'ai une activité qui est relativement instable, on va dire, parce que je suis entrepreneur. Ça fait 5 ans, peut-être 6 ans que je travaille pour moi-même et j'ai jamais vraiment eu de job dans ma vie. Donc, jamais vraiment eu de patron. Donc, j'ai toujours eu ce côté où, en gros, mes revenus, ils dépendent à 100% de mon travail et du business dans lequel je suis. Et j'ai toujours eu des pics périodes, et des creux. Bien sûr. Mais admettons qu'on dise que mon salaire, c'est 10 000 euros. Moi, j'ai aucune capacité à économiser de l'argent. Je sais pas faire. J'ai essayé, ça a pas marché. Je sais pas faire, j'ai essayé et j'ai pas aimé. Okay. Donc moi, justement, pour moi, la liberté, c'est le fait d'avoir le moins de contraintes possible. Et pour moi, économiser de l'argent, c'est une contrainte. Je déteste ça. Je trouve pas ça intéressant. Le fait, à la fin du mois, de voir que j'ai de l'argent sur mon compte, ça me fait pas bander. J'aime pas ça. Et non, donc non, mais du coup, ce que je fais, c'est que moi, j'ai des travers que je connais, dont je suis bien conscient, et que ensuite, je me mets dans des prédispositions qui font que je suis plus en situation de pouvoir laisser place à ce travers-là. Donc, on prenait l'exemple du Coca avec H dans un autre podcast où je disais que moi, j'adore le Coca. Si j'ai une bouteille de Coca dans mon frigo, je la finirai. C'est 100% sûr. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'achète pas de Coca. Comme ça, je ne bois pas de Coca. Et le jour où j'ai envie de boire du Coca et que je décide de me l'autoriser, j'en achète, je le bois, mais je sais que je le finirai dans la journée. Et ben, avec l'argent, je fais à peu près la même chose parce que je sais que sur 10 000 euros, je vais dépenser 10 000, peut-être même 11 000 si je les laisse sur mon compte. Donc, ce que je fais, c'est que je vais toujours prendre en général à peu près 20% de ce que je gagne et que je l'investis. Ouais. Pour moi, investir, c'est comme dépenser.
parce que je vais investir souvent sur des trucs assez volatiles, un peu risqués. J'ai pas forcément la vision. Alors ça, c'est un truc qui est aussi voué à changer, je pense, parce que j'ai pas vraiment d'attache, pas de famille, j'ai personne qui dépende de moi. Et donc du coup, j'ai pas le sentiment de créer de la stabilité financière aujourd'hui, c'est ma priorité. Ouais. Si j'ai le choix entre mettre 1000 balles dans un truc qui peut faire x10, mais qui peut aussi faire 0, et un truc qui peut faire 3% par an, directement je vais dans le x10, tu vois. Donc je vais prendre 20%, je vais les investir sur des trucs qui m'excitent, qui ont un potentiel de rendement intéressant, etc. Donc plutôt high risk. Ensuite, je vais vivre avec peut-être 50%, et puis le reste, on va dire que c'est là. Et puis à la fin du mois, puisqu'ils seront toujours là, bah il y a de fortes chances qu'ils passent aussi. En fait, à la fin du mois, ce sera bon. Bah maintenant, il reste 3000 du coup. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Me faire un gros voyage, un week-end, ou alors je m'achète un truc que j'avais envie de m'acheter, ou alors je réinvestis plus. J'ai pas de règle particulière, genre je sais pas, j'ai investi 20% déjà, alors je suis obligé de les dépenser, ni j'ai investi que 20%, alors il faut absolument que je dépense plus et que je me serre la ceinture. Moi, c'est vraiment le contraire, c'est genre l'investissement il sera toujours présent, je vais toujours en mettre une partie de côté, peut-être le réinvestir sur moi-même, peut-être le réinvestir sur mon business aussi, tu vois. C'est globalement quelque chose qui est utile, mais je vais jamais calculer ce que je dois dépenser moi par rapport à mon revenu. Donc tu fais pas de compta avec tes revenus. Non, pas de compta du tout. Okay. Je dépense ce que j'ai à dépenser, je connais à peu près mes charges fixes, je le sais, je sais exactement ce que je dépense tous les mois. Et après, en fait, la seule variable, ça va être le nombre de restos ou de sorties ou de voyages que je vais me faire. Voilà. Donc mes charges fixes, c'est toujours les mêmes. Si je gagne un peu plus, je ferai peut-être un voyage de plus. Si je gagne un peu moins, je ferai peut-être des restos en moins, mais voilà. Toi, t'as beaucoup investi dans la bourse et tout? Valeur à long terme. Moi, je construis ma retraite. Ok. J'ai peur de l'avenir, en fait. C'est ce qui me fait pousser à investir. Tu sais que t'auras pas de retraite en France. Ouais, voilà, je sais que c'est mort. Et j'ai surtout pas envie de retourner comme j'étais avant. Ouais. Donc, je me fais un capital de retraite et j'y touche pas. J'y toucherai jamais. Ok. Et je réinvestis tout dans l'actif, en cash flow. Donc, et je dépense pas forcément beaucoup d'argent parce que vu que je travaille, je dépense pas. Je travaille et au final, je reste chez moi et j'attends. T'attends que ça se passe. J'attends ma retraite. Et puis voilà. Et tu te fais pas des petits plaisirs? Si, je voyage peut-être 3 fois par an. C'est beaucoup plus que la moyenne française. Ouais, bien sûr. Mais je veux dire bon, tu voyages 3 fois par an, ça veut dire tous les 4 mois. Enfin, c'est pas régulier, mais je peux partir pendant 2 mois à l'étranger parce que j'ai envie et revenir. Okay. Ou pendant une année, je sors pas. Donc t'es pas non plus à un stade où tu dois te serrer la ceinture pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Alors comment tu manages la part de ton revenu que tu vas décider d'investir et la part de ton revenu que tu vas décider de cramer? Mais en fait, j'ai eu mes plus gros revenus il y a 3 ans, donc j'ai gagné énormément d'argent. Donc j'ai tout placé ça en bourse et j'y touche pas. Et vu que mon business il a été un peu réduit, j'ai dû peut-être retirer un peu pour réinjecter dans mon cash flow pour le stabiliser, et là il se stabilise là, et donc là je fais redémarrer la machine et j'arrive à vivre avec mon cash flow et j'arrive à vivre correctement, donc j'arrive à voyager, j'arrive à me stabiliser, quoi. On n'a pas parlé de ton business, du coup. Tu veux en parler? J'en ai déjà parlé dans une vidéo et dans tous les commentaires que j'ai eu, on m'a pas cru, donc à la limite, ce que tu peux faire, déjà, je pense que notre communauté est beaucoup moins débile que la communauté de la vidéo précédente. C'est une généralité. Mais après, ce que tu peux faire, sinon, c'est juste faire un résumé de ce que tu fais. Là, t'as dit que t'étais créateur de contenu. J'ai des chaînes YouTube, en fait, j'ai un réseau de chaînes YouTube, je dois accumuler environ 12 millions d'abonnés en tout. J'ai eu une période où je faisais 100 millions de vues par mois, où j'ai gagné énormément d'argent. On imagine j'ai une société avec 20 employés. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, que pendant le Covid, tout le monde est resté chez eux. Tout le monde est resté. Donc ça a fait exploser la consommation de contenu. Et mais je pense que, je sais pas, c'était à combien de temps cette fois-ci où t'as dit un peu ce que tu faisais dans la vie et que les gens t'ont pas cru? Juste après le Covid, je crois. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils sont éduqués à ça, hein. Là, ça fait 2-3 ans. On entend beaucoup les gens parler justement de monétisation, etc. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu dis j'ai 12 millions d'abonnés,
Même si tu dis je gagne 1 million par mois, je pense que les gens te croient parce que après il faut mettre aussi dire que c'est des chaînes faceless, cash-co. Donc on peut pas mettre un visage quoi. Souvent les gens personal brand. Ils comprennent pas. Les gens ils comprennent pas qu'il y a des chaînes qui sont sans visage. Exemple très simple, Lama Fâché en France. Je crois que c'est la chaîne YouTube qui génère le plus d'oseille à un moment donné. C'est la chaîne qui générait le plus d'oseille. Il y a pas de visage, c'est juste des vidéos. Il y en a plein, ça, des chaînes comme ça sur Insta, de ranking, de machin. Et ça fait tellement de vues que déjà il y a de la monétisation. Et puis derrière, après, ils peuvent faire des placements, ils peuvent faire des affiliations, il y a 1 milliard de manières de monétiser, de l'audience, en fait. Money follows attention, comme on dit souvent. Donc, en fait, si t'as de l'audience, automatiquement, tu peux la monétiser. Il y a plein de manières de la monétiser, mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, dans l'esprit collectif, c'est complètement envisageable qu'un mec qui ait 12 millions de followers, il soit capable de générer un revenu qui lui permet de vivre correctement. Quand même. Mais aujourd'hui, l'algorithme a trop changé. C'est plus possible de faire ça. L'algorithme est devenu trop intelligent. Avant, c'était facile, mettre une miniature, vraiment cliquer avec le titre, faire un watch time assez correct et propulser une vidéo. Surtout dans les pays où en développement, comme en Asie, parce que eux, ils ont tous les téléphones. Et c'est ça, comment une vidéo part en Asie. On prend l'exemple de la K-pop ou Nyam Nyam Style. Pourquoi ces vidéos ont fait autant de vues? Parce que l'impulsion de ces pays-là crée une impulsion énorme à travers le monde, parce que c'est l'algorithme, il va voir la trend qui va se passer dans ce pays et elle va se propager à travers le monde d'une manière si puissante. Ça trigger une communauté d'abord et après c'est mondial. C'est un pays, ça trigger le pays. Après ça se limite. Si une vidéo matche pas sur les autres pays, elle se restreint dans le pays où elle était. Mais il y a des vidéos qui vont passer en dehors des pays. Elles deviennent virales mondialement, quoi. Ouais, du coup, je pense que t'es un expert en YouTube avec. Un petit peu. En fait. Qu'est-ce que tu dirais à un mec qui se lance sur YouTube aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses que c'est en 2025 le contenu qui va? C'est plus comme avant. Là, il faut faire du contenu vraiment quali. La qualité. Trouve une niche, vends des produits parce qu'il y a plus de AdSense, c'est fini. Les millions de vues, on n'en fait plus comme avant. Donc, il faut vendre des produits. Même YouTube, là, il se lance dans les shopping. Comme TikTok. Exactement. Donc, ils veulent vendre. Il y a plus de pub, en fait. C'est pas forcément une mauvaise chose. Et il faut trouver une niche et la tenir, quoi. Donc, toi, du coup, tu dirais que si tu devais choisir, on va dire, ta manière de monétiser aujourd'hui une chaîne YouTube, tu encouragerais plutôt la personne à trouver une niche, à construire une audience qualifiée pour ensuite monétiser avec de la vente de produits ou de l'affiliation. On gagne plus d'argent. Plutôt que de l'AdSense. Ce qui fait complètement du sens. En fait, si tu regardes aujourd'hui une chaîne YouTube qui a 10 000 abonnés et qui vend un produit à étiquette. Il y a des chaînes qui font 3 000 abonnés, ils font $30 000 par mois. C'est super persuadé. Parce que c'est niché. Si ton contenu il est très orienté et que ta communauté elle est très nichée et que tu vends un produit qui est une solution à une problématique réelle que rencontre ton buyer persona, les gens ils achètent. Et 3000 personnes qui te suivent sur YouTube, c'est comme si t'avais 100 000 personnes qui te suivaient sur Instagram. Donc contenu super niché qui parle vraiment à une personne en particulier. Ou alors faire du contenu viral sur les shorts parce que les vidéos longues c'est plus comme avant. Là en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un split de YouTube. Ils ont splitté le trafic en deux, les shorts et le format long. Et donc ils ont dû faire la part des choses. On va privilégier certaines chaînes et les faceless, tout ça, tout ce qui est facile à faire, on va leur enlever un peu du terrain. Tu sais. Et donc les chaînes célébrités comme on voit genre MrBeast, eux ils ont tout le trafic, d'accord, il y a aucune limitation. Mais si on fait des sites faceless, ça va être plus difficile. Et ça va mieux marcher sur les shorts. Mais les shorts, il y a pas d'AdSense. Mais est-ce que la solution du coup, ce serait pas pour celui qui veut faire une chaîne faceless de basculer le principe de la chaîne faceless en prenant des présenteurs par exemple? Et pour pas mettre l'intégralité de la stabilité de ton business dans les mains d'un acteur ou d'une actrice, de prendre 3-4 acteurs, ça devient des sociétés qui tournent, ça devient un média. C'est ça. Parce que du coup, si c'est aussi handicapant d'avoir du coup du faceless, est-ce que tu penses du coup toi avec ton expertise de YouTube qu'il y aurait la magie du faceless, c'est que ce serait rentable? La magie du faceless, c'est qu'on peut faire ça dans sa chambre. Et que ça marchait avant. Si on veut se lancer à employer des gens et tout, ça coûte de l'argent. Et tout le monde n'a pas accès à ça. Avec l'IA?
Ouais, pourquoi pas, faut voir ce que ça donne dans le futur. Ouais, voilà. Et parce qu'il y a des mecs qui font il y a des mecs qui font de l'OnlyFans avec de l'IA, alors s'il y a des mecs qui font de l'OnlyFans avec de l'IA, je pense que tu peux faire du YouTube avec de l'IA. Non, mais est-ce que tu penses qu'il bloque l'IA pour l'instant ou pas? Je sais pas. C'est quoi ta réponse? Il le juge. Enfin, moi, je suis en train de voir. En fait, l'algorithme est devenu super intelligent. Il arrive à nicher tout le monde dans les catégories, en fait. Avant, c'était il y avait un stream au milieu, fallait passer, tout le monde avait accès. Aujourd'hui, tout est splitté, en fait. Et toutes les vidéos sont nichées, quoi. Et il y a plus de stream général où on pouvait tous s'en nicher dedans, tu sais. Et l'entertainment, non? L'entertainment, ouais, mais est-ce qu'il est aussi viral qu'avant? Parce que si tu fais, mon point, c'est que genre, si tu fais de l'entertainment à tendance nichée, est-ce que ça peut être une bonne technique, par exemple? Parce que, tu vois, je vois beaucoup de YouTubeurs aujourd'hui qui, justement, avaient des chaînes YouTube très nichées et qui voient qu'à un moment donné, ils touchent un plafond de verre où ils peuvent plus grossir et que du coup, ils essayent de basculer vers l'entertainment. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie? Moi, je pense pas que ça rapporte. Je pense qu'il va pas gagner plus d'argent en essayant d'ouvrir son canal avec d'autres gens. Parce que les gens qu'il va avoir, c'est pas vraiment... Ils sont plus à cible finale. C'est mieux ça va prendre le même temps, en fait. Que tu construises une niche, tu vas avoir le même rendement lent, mais que tu construises un truc entertainment, tu vas avoir une grosse part d'audience pas intéressée, mais elle sera toujours exponentielle, tes clients fidèles, en fait. Et tu penses pas que tu peux éduquer ta communauté pour peut-être générer pour peut-être alors là ça se fera sur des générer de l'intérêt? Ça c'est intéressant, ça. Tu peux amener des gens à devenir à les switcher, ça peut être intéressant. C'est une idée à creuser sur ça, mais ça prend du temps. Il faut vraiment amener du contenu entertainment et leur donner du savoir en même temps derrière. Ok, c'est intéressant. De toute façon, c'est hyper intéressant, ce monde de la création de contenu. Il y a Patate qui veut être dans le champ de... oh, le chat. Il est trop chou. Il s'accrochait à la lumière. Il voulait juste venir sur la caméra de notre invité. Cache-toi. Ok, du coup, c'est super intéressant. Toi, du coup, t'habites en Thaïlande depuis combien de temps? 12 ans, je pense. 12 ans? 11 ans, 12 ans. 11 ans, 12 ans, ok. T'es un expert en Thaïlande aussi. T'es thaïlandologue. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les points sur lesquels ton avis a le plus évolué entre le moment où t'es arrivé en Thaïlande, les raisons pour lesquelles t'es venu ici et ton point de vue aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles t'as complètement changé d'avis? Je suis parti de la France parce que j'en avais marre. Je pouvais pas évoluer de toute façon. Donc je suis arrivé en France, je suis arrivé en Thaïlande. Et le monde, j'ai un nouveau monde qui s'est ouvert où on a commencé à me respecter, où on me prenait un peu plus en valeur. Et c'est ce qui a libéré ma créativité et mon entrepreneuriat. C'est pour ça que j'en suis arrivé là. En France, on m'aurait tout bloqué et on m'aurait pas laissé faire, en fait. T'as commencé après être arrivé en Thaïlande? Ouais, c'est après. Okay. Ok, du coup, quand t'es arrivé en Thaïlande, c'était quoi ton journal de bord? T'es arrivé avec quels objectifs en tête et avec quels moyens? À l'origine, c'était pour voyager. Et ensuite, j'ai rencontré ma femme et puis j'ai fait ma vie avec elle. Ok, du coup, t'avais pas du tout prévu de venir habiter en Thaïlande? Non, mais après, je suis tombé amoureux, donc c'est comme beaucoup de gens. T'as pris une décision basée sur l'émotionnel. De toute façon, j'avais pas de venir en France, donc le choix, il était vite fait, quoi. Ok. Ouais. Tu savais pas où tu voulais aller, mais tu savais où tu voulais pas aller. Et comment t'as fait pour passer de je voyage et j'ai pas de projet entrepreneurial? On m'a aidé. J'ai envie de, finalement, je fais un business où je génère des millions de vues et où je gagne énormément d'argent pendant une grande période de ma vie. On m'a respecté, on m'a aidé et on m'a fait confiance. Ma femme, surtout. Elle m'a aidé à trouver un boulot en Thaïlande. J'ai réussi à faire un truc et c'est au fur et à mesure après où on a entrepris quelque chose avec ma femme. Ça a été quoi ton déclic? À quel moment tu t'es dit, OK, je vais lancer mon business? Mais en fait, je savais qu'il y avait des chaînes qui faisaient beaucoup de vues à l'étranger, en France, et j'ai fait, OK, je sais que ça va marcher ici. Ça existait pas encore ici? Si, il y en avait, mais je savais le business model. Je savais qu'il fallait produire beaucoup à l'époque. Et ils produisaient une ou deux vidéos par semaine, ou une par semaine, et je sais qu'il fallait publier tous les jours. Et c'est là où ça allait exploser. Et donc, j'ai dit à ma femme, vas-y, on fait des vidéos.
Et puis, quelques semaines après, un mois, j'ai fait des millions. C'est parti direct. C'est vrai, ouais. Pas de barrière au passage à l'action. Je voyais les curseurs monter, je fais non, c'est pas vrai. Mais du coup. Et t'as tout fait homemade au début, enfin, t'avais pas d'employé et tout. Fait à la maison. Tu faisais le montage, c'est ta femme qui faisait la voix off, c'est ça. Putain, c'est incroyable. Et du coup, est-ce que tu penses que tu t'es lancé comme ça aussi vite parce que t'es de nature à pas réfléchir à non, mais au fond, lancer, moi, je savais. Parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai essayé d'être professionnel poker. Des joueurs professionnels. C'est intéressant. J'ai entrepris plein de trucs, de toute façon, à essayer de du coup, t'as toujours eu cette mentale de tu veux faire quelque chose, tu veux entreprendre, ok. Et quand j'ai commencé, et le jour où j'ai créé ma chaîne, même sans avoir fait aucune vue, je savais que j'avais réussi. J'avais je sais pas, quelque chose dans ma tête. Pressentiment. Un pressentiment et ça n'a pas loupé, quoi. Ok. Et est-ce que tu penses pas que c'est une prophétie autoréalisatrice? Que, en fait, c'est le fait de t'être lancé en sachant que ça allait réussir qui fait que ça a réussi. C'est ça. C'est faut y croire. Parce que automatrixé, ouais, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des trucs en se disant, si j'ai de la chance, ça va marcher. Et en fait, ils oublient que la chance, c'est toi qui l'as produit en travaillant très, très dur. Et je sais plus qui c'est qui disait ça, mais qui disait, j'ai travaillé tellement dur, qu'aujourd'hui j'en arrive à ce qu'on m'appelle chanceux, genre. Mais en fait c'est ça, c'est que tu bosses et à force de bosser, ben au final tu finis par réussir et ça n'a plus rien à voir avec la chance, c'est juste que t'as bossé, t'as provoqué ta chance. Moi j'appelle ça, c'est le momentum, c'est un point d'inflexion, tu vas te placer toujours à essayer d'entreprendre quelque chose. Et il faut bien savoir se placer sur les moments. Ça arrive pas souvent. Je dirais ça arrive pas souvent. Une fois sur 10 ou un truc comme ça. Et quand il y a un momentum, il faut y aller à fond. Il faut pas réfléchir, il faut mettre toute son énergie. C'est quand même rare, Ouais, mais c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des entrepreneurs, ils ont du succès après avoir eu plusieurs déconvenus. C'est rare d'avoir des personnes qui lancent un business et bim hop ça pète. Toujours souvent déjà t'as besoin d'expérience, t'as besoin de certaines notions que t'as pas le jour où tu te lances et que tu obtiens en ayant mangé des baffes sur tes business précédents. Toi, est-ce que tu dirais que par exemple ton expérience de joueur de poker, c'est ça, j'ai appris ça au poker, c'est les probabilités. C'est en fait on gagne pas tous les tournois, mais on en gagne suffisamment pour être gagnant sur le long terme. Et tu crées une V plus négatif ou positif, négatif ou positif suivant la façon dont tu joues. Donc il faut savoir apprendre à jouer. Et ensuite, faire des tournois. C'est ça. Les gens, ils pensent que un joueur de poker, en fait, il gagne toutes ses mains. Non. Un joueur de tennis, j'avais vu ça il y a pas longtemps. Qu'en gros, la différence entre Rafael Nadal et un joueur de tennis qui se classe dans le top 200, par exemple, c'est genre à peu près le même nombre de points gagnés. Entre lui et le top 200, il y a le même nombre de points gagnés. C'est juste que lui, il gagne les points décisifs. Après, il y a une différence entre le poker. Le poker, il y a une part de chance. Un sport, genre les échecs ou comme le tennis, il y a pas de chance. C'est soit t'es le meilleur, soit t'es pas. Et il y a des meilleurs, et c'est les meilleurs. Par exemple, moi j'ai l'exemple. Mais sur le long terme, il y a pas de chance. C'est sur 100. C'est ça. J'ai l'exemple du trading. À un moment donné, j'étais beaucoup impliqué dans le trading. Je faisais même un peu de formation. J'apprenais aux gens à se former au trading, etc. Et on me demandait c'est quoi tes taux de réussite sur tes trades. Et en fait, c'était genre 51% ou même 50%. Et les gens me disaient, c'est impossible que tu gagnes de l'argent en perdant la moitié de tes trades. C'est le long terme. C'est pas le long terme, c'est juste la notion de le ratio perte-profit. Si tu gagnes un trade et que tu fais x3 à chaque fois que tu gagnes, et que quand tu perds juste moins 0,5, en fait, si tu fais 50-50, au final, tu gagnes, tu vois. Ouais, c'est un taux de si à chaque fois que tu gagnes 2, mais qu'à chaque fois que tu perds 1, à la fin, tu gagnes. Donc, du coup, c'est juste le management du risque. C'est la même chose que dans les paris sportifs, la gestion de la bankroll. C'est la même chose que dans plein de trucs, en fait. C'est impossible d'être le génie qui a toujours juste. Par contre, c'est possible d'être un mec qui a juste la moitié du temps, mais qui manage bien sa bankroll et qui du coup arrive à générer des profits. Après, pour gagner en bourse, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent, parce que les profits, enfin, on peut pas faire une martingale et faire beaucoup d'argent, quoi. Il essaye de sauter, mais il est beaucoup trop gros. il est obèse, donc il a peur de sauter. Non, je vais le faire descendre. Monsieur Patate, faut l'appeler.